Il est question aujourd'hui plus particulièrement donc, de vous parler de l'intégration des sciences humaines et sociales, donc dans toute leur variété, dans le cluster 6. Donc, je vais faire une petite introduction générale sur le sujet et donc Fatia vous présentera plus spécifiquement les appels concernés. Alors, on part en général, hein, c'est le début du programme, de cette présentation de la structure du programme cadre pour situer d'emblée que le sujet qui concerne, enfin, qui nous concerne aujourd'hui, l'intégration des SHS, porte principalement sur le pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, et en particulier ce qui s'appelle dans le programme les clusters, ou pôles ici, les 6 clusters, dont le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture, etc. Et puis, bien entendu, aussi les missions et les partenariats, mais qui vont venir hein, dans un second temps dans le déploiement du programme. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, je vous ai reporté ici, en fait, les lignes directrices du, du plan stratégique d'Horizon Europe, donc le plan stratégique pour 2021-2024, qui donne donc les grandes orientations, les priorités, les sujets transversaux spécifiques comme les questions de genre, de l'open science, etc. Et parmi elles, l'intégration des SHS. Donc, ce que dit le plan stratégique en la matière, c'est que ces disciplines-là sont intégrées, sont une composante essentielle du programme et intégrées dans toutes ces différentes parties. Donc, je l'ai dit, les clusters, les missions, les partenariats, etc. Et qu'elles doivent être intégrées de façon effective. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit. Elles constituent aussi un élément clé de toutes les actions de recherche et innovation, en particulier lorsqu'il s'agit de la transition verte et numérique. Ça va se traduire dans les différents programmes de travail par des appels fléchés, sciences humaines et sociales, et ou nécessitant l'évaluation de l'impact sociétal. Alors, ça veut dire concrètement, hein, enfin, vous savez que Horizon Europe met vraiment l'accent encore plus que le programme précédent sur l'impact scientifique, économique évidemment, mais aussi sur l'impact sociétal avec notamment la participation des citoyens. Ouais. Et ça va être l'objet des fameuses missions. Donc les SHS doivent être, à travers cette démarche, intégrés vraiment du début jusqu'à la fin, du bout de la chaîne, jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire dans la rédaction des sujets qui vont vous être présentés tout à l'heure, en associant à la rédaction des topics des experts en sciences humaines et sociales, et puis après dans l'évaluation et la sélection des propositions, en intégrant dans les comités de sélection des experts évaluateurs des disciplines concernées. Voilà. Et puis, par ailleurs, donc l'impact sociétal des projets doit clairement être exposé aussi dans l'appel, dans les projets qui sont présentés et dans les résultats qui vont être auxquels les projets vont aboutir. Alors, une autre approche est aussi de considérer l'innovation sociale dans le plan stratégique. C'est présenté de façon distincte, donc avec l'idée hein, que les innovations sont vraiment multiformes. Elles ne sont pas seulement technologiques et elles doivent être combinées parfois à des innovations organisationnelle et l'innovation sociale est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de traiter des grands challenges, défis sociétaux, environnementaux, et puis de connecter les citoyens aux innovations plus technologiques. Donc voilà, c'est l'idée qui est exposée ici, accompagner les avancées scientifiques et technologiques en les combinant à de nouvelles pratiques organisationnelles, et puis favoriser l'empowerment des citoyens, des consommateurs, des partenaires sociaux, des communautés, des entreprises, en créant de nouvelles valeurs et en permettant, c'est l'objet hein, finalement de la transition écologique, l'avènement de nouvelles pratiques sociales, en particulier en ce qui concerne le climat, la protection de l'environnement, l'habitat, l'énergie et les transports. La diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, alors, partant de ça, l'approche qui est
intrinsèquement lié à ces clusters du pilier 2 qui vraiment décloisonnent les disciplines, les réunissent autour de grands sujets complexes que vous avez là listés ici. C'est une approche suivant le niveau d'intégration, pluri, inter ou transdisciplinaire. Ça dépendra un petit peu des projets, des équipes, des capacités des équipes à travailler ensemble. Et donc, dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit des autres clusters, que le cluster 2 qui est donc culture, créativité et société inclusive, qui est particulièrement dédié à la recherche en sciences humaines et sociales, recherche multidisciplinaire en sciences humaines et sociales, il s'agira donc pour les SHS, lorsqu'elles sont convoquées, associées au projet, d'aider à comprendre voilà, le cadre politique, les conditions sociales, économiques nécessaires à tout changement, en particulier lorsqu'il s'agira du déploiement de nouvelles technologies, de nouvelles solutions qui peuvent être non technologiques évidemment, évaluer leur impact et les enjeux éthiques qui sont associés à leur déploiement, les enjeux aussi de droit, notamment ouais, voilà, juridique, politique, et puis tout ce qui va porter évidemment autour de la compréhension des facteurs sociaux, environnementaux, culturels, économiques qui influencent les comportements, et puis étudier même les comportements des individus et des groupes, engager les citoyens, les individus dans les projets à travers de la recherche participative, et puis pour développer de nouveaux modèles économiques, de gouvernance. Et donc voilà, de façon non exhaustive, et puis après il s'agit de rentrer aussi dans des niches. J'ai cité ici quelques-unes des disciplines qui peuvent être convoquées. Les sciences du comportement, notamment en psychologie, sont vraiment importantes pour les derniers points que je viens de citer. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc voilà, l'intégration des SHS dans le cluster 6, elle est exposée à peu près telle que je l'ai traduite ici, c'est-à-dire, et ça fait écho à ce que je viens de dire, des recherches sur le cadre sociétal et politique nécessaire pour atteindre les transformations qui sont attendues dans le cluster 6. Donc ça, c'est écrit dans l'introduction du cluster, dans les toutes premières pages. Et donc, en particulier, l'accent est mis sur le rôle des sciences humaines et sociales, des questions de genre et des approches inter, trans, multidisciplinaires et puis systémiques. Il s'agit de traiter un problème dans son intégralité. Et donc, de ce point de vue-là, il est absolument nécessaire que toutes les expertises soient mobilisées. Voilà. Et ensuite, les programmes de travail des différents clusters se font écho. On trouve dans le cluster 6 et dans l'introduction aussi du cluster 2 des références, des renvois aux uns et aux autres pour indiquer les synergies. Donc, vous le verrez, le cluster 6 vise notamment à favoriser un développement durable, équilibré et inclusif des zones rurales, côtières et urbaines. Bon, le cluster 2, il s'appelle culture, créativité et société inclusive. Donc on voit d'emblée dans le titre il y a des choses qui font écho. Et en particulier, le cluster 2 va soutenir des actions sur tout ce qui traite du patrimoine culturel. C'est une des deux destinations, une des trois destinations, pardon. Et on s'intéressera entre autres au patrimoine paysager, côtier, subaquatique, voilà, dans les zones donc rurales notamment. On va s'intéresser aussi, puisqu'il s'agit voilà, de sociétés inclusives, aux questions d'inégalité spatiale, de migration, de mobilité, et puis l'évolution démographique, le vieillissement en particulier, et les questions de bien-être, de développement du capital humain, etc. Voilà, suivant. Euh, j'ai ici, je vous ai présenté ici là la façon dont je vous disais tout à l'heure, les sciences humaines et sociales doivent être intégrées tout le long de la chaîne, donc dès la rédaction de l'appel jusqu'à l'évaluation des propositions. Bon ben voilà, j'ai extrait ici du cluster 6 des parties où les sciences humaines et sociales sont indiquées. Donc vous voyez là le premier petit pavé. euh, Correspond dans la description d'un sujet, à la partie expected outcomes. Et vous voyez qu'il est question d'emblée que les projets devront absolument
permettre une intégration des connaissances de disciplines diverses, dont les sciences humaines et sociales. Voilà. Et puis le pavé suivant indique que, bon là c'est la partie périmètre de l'appel, hein. Pareil qu'il faudra favoriser une approche multi-acteurs et mobiliser des expertises scientifiques différentes de tous horizons, dont les sciences humaines et sociales. Voilà. Et convoquer aussi dans cet appel-là la question de l'innovation sociale. Voilà. Et puis en bas, c'est plutôt la petite phrase générique qu'on retrouve très souvent. Ce sujet devra impliquer de façon effective les sciences humaines et sociales. Et donc ce petit pavé, qu'on retrouve un peu dans de nombreux endroits, vous le verrez dans la diapo suivante. Pour le coup, dans le dossier de candidature, il vous est demandé à deux endroits, donc dans la partie excellence, d'expliquer, lorsque vous décrivez votre méthodologie, votre programme de travail sur les 3-4 ans que va durer votre projet, comment vous avez intégré les sciences humaines et sociales. Donc là, ça fait explicitement référence à l'appel à projet, au topic, au sujet que vous avez ciblé. Si ce sujet-là indique qu'il faut mobiliser les sciences humaines et sociales, eh bien, comment vous le faites? Et si ce n'est pas le cas, il faut que vous expliquiez pourquoi il n'y a pas d'experts en sciences humaines et sociales dans votre projet. Et donc un petit peu plus loin dans la qualité de la mise en œuvre, dans la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre de votre projet, de la même manière, quand vous présentez votre partenariat, vous devez expliquer voilà, les différentes expertises mobilisées et comment les sciences humaines et sociales, entre autres, sont intégrées dans le projet. Voilà. Et je crois que c'était ma dernière diapo pour avoir une petite présentation, petite introduction, c'est ça? Effectivement, merci Florent pour cette introduction. Effectivement, il n'y a plus d'autres diapos. C'était très complet. Merci beaucoup. Ça permet de bien comprendre à quel point vraiment, et ça se répète, moi je n'ai pas vérifié dans l'ensemble des clusters, mais je pense que ça se répète dans d'autres clusters, vraiment cette intégration des SHS qui est très concrète. Voilà. Tout à fait, ouais. Et qui est pas juste, mais on le redira, je pense aussi, qui n'est pas juste du maquillage ou juste voilà une caution, on va dire, mais vraiment une implication forte et nécessaire des différentes disciplines des SHS dans les projets, dans les propositions. Voilà, merci Florent. De toute façon, on va avoir sans doute, enfin, c'est même certain après, pas mal de questions. Si tu peux rester avec nous, tu pourras sans doute nous aider à y répondre. Nous allons avoir maintenant donc Fatia du cluster du PCN Bio-environnement comme moi, qui va vous présenter donc les différents appels et puis qui va rentrer un petit peu dans le cœur du programme de travail. Et puis nous aurons ensuite un témoignage particulièrement intéressant de Madame Karine Latouche, qui a été coordinatrice donc d'un projet et qui nous en parlera juste après. Et puis on aura donc un temps d'échange pour terminer. Voilà, je vais laisser la parole à Fatia et je vais lancer sa présentation. Voilà, je pense que vous la voyez. Merci Vincent. Et merci à Florent donc, de cette introduction. Si on est tous persuadés de l'importance donc, des sciences humaines et sociales dans les transitions écologiques et dans la mise en œuvre, en tout cas, des objectifs et des impacts attendus dans la problématique environnementale et sociale, je crois que
le programme Horizon Europe met les sciences humaines à l'honneur dans de nombreux appels, en tout cas, notamment dans le cluster 6. Donc, je vous propose de passer un peu en revue le cluster 6 pour vous montrer quels sont les endroits où, comment les sciences humaines et sociales peuvent être ou sont impliquées ou sont impérativement à inclure dans les projets. Le cluster 6 donc, a pour objectif d'accompagner et de faire accélérer la transition écologique, notamment dans la réalisation des objectifs de la stratégie de la fourche à la fourchette ou de la ferme à l'assiette, de transformer rapidement les méthodes de production à travers notamment l'utilisation d'innovations basées sur la nature, des innovations technologiques, numériques ou sociales, de permettre d'obtenir aussi de meilleurs résultats en matière de protection de l'environnement et de la résilience climatique en fournissant aux consommateurs des aliments durables, nutritifs, sains, etc. Et de soutenir le développement des zones rurales, côtières, urbaines, et conformément à la priorité donc, d'une économie qui fonctionne pour les gens, et j'ajouterai avec les gens. Suivant. Le cluster 6 a plusieurs domaines d'intervention qui correspondent aux objectifs stratégiques du plan de recherche et d'innovation sur l'observation de l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles, l'agriculture, sylviculture et zones rurales, les mers, océans et eaux continentales, les systèmes alimentaires, les systèmes bio-innovants et les systèmes circulaires. Suivant. Alors, une présentation rapide, évidemment, donc je ne vais pas tout lire. Le cluster 6 a la particularité de comporter 7 destinations différentes et de nombreux topics. Et vous voyez le nombre de topics par destination. Alors, je ne vais pas les passer en revue. Par contre, je vais les reprendre chaque destination pour essayer de voir quels sont des exemples de topics et de calls qui font intervenir, ou en tout cas qui font appel aux sciences humaines et sociales pour atteindre les impacts attendus. Suivant. Les impacts donc, qui découlent du plan stratégique européen, donc, vous les voyez ici, donc ça concerne bien sûr la neutralité, le climat et l'adaptation, la préservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, la durabilité, la gestion circulaire des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'impact du développement équilibré des zones rurales, côtières et urbaines, et des modèles innovants pour la gouvernance permettant la durabilité. Pour chaque impact identifié dans le plan stratégique, il y a bien sûr des destinations qui sont apparues dans le programme de travail, notamment celui de 2021-2022. Suivant. Alors, si on regarde maintenant donc, le plan de travail qui a été publié récemment, donc le 22 juin, on peut repérer un certain nombre donc, de calls dans les différentes destinations qui font appel donc, au SHS. Donc, si on regarde par exemple dans la première destination biodiversité et système écosystémique, service écosystémique, pardon, un des exemples, hein, donc vous trouvez dans chaque slide, hein, donc j'ai mis les références du call en tout petit pour mettre l'accent sur le contenu. Sur le call, par exemple, sur les solutions basées sur la nature, on trouve une obligation, donc en tout cas un impact attendu pour une meilleure compréhension des performances économiques et financières des solutions basées sur la nature, qui permet évidemment donc une grande promotion des investissements dans ce sens. Un autre exemple sur les services écosystémiques, ici donc les SHS sont convoqués pour montrer les liens entre biodiversité, écosystème et politique macroéconomique qui vont accompagner donc
la transition écologique, hein, et permettre la prise de décision fondée sur des données probantes. Autre exemple, hein, toujours dans la destination 1, l'idée est donc, un des impacts attendus, c'est la quantification et l'impact de l'impact du commerce de la biomasse brute transformée sur les écosystèmes pour promouvoir ou en tout cas proposer des leviers pour la conservation de la biodiversité tout au long des chaînes d'approvisionnement. Et en particulier, les SHS sont identifiés comme permettant donc de comprendre ou de faire des propositions sur le rôle des gouvernements en tant que principaux consommateurs des biens et services issus des activités donc, de biodiversité, de conservation de la biodiversité, mais aussi donc, les fabricants, les détaillants, les consommateurs, etc. Dans la destination 2, qui est une destination très large, qui comprend globalement donc, les systèmes alimentaires sains, respectueux de l'environnement, etc., la place des SHS est extrêmement importante. J'ai identifié quelques exemples, mais il y en a probablement d'autres. Par exemple, pour découvrir les verrous, les leviers pour encourager les agriculteurs à s'orienter et à rester dans des systèmes agricoles durables. On demande que les SHS donc, participent à ce call, notamment pour comprendre les verrous et les leviers dans les comportements individuels et collectifs, décisionnels, mais aussi, donc, la compréhension du comportement des consommateurs qui sont considérés dans ce call comme étant évidemment donc, des acteurs et des moteurs pour la transition écologique et notamment dans le processus de prise de décision d'achat de produits et services durables. Un autre exemple, donc, le call sur la transition vers des régimes alimentaires sains et durables. Là, vous voyez donc l'intérêt ou le rôle des sciences sociales est de cartographier et surveiller les habitudes alimentaires et en particulier avec un focus sur les groupes sociaux, économiques et culturels, notamment donc les populations les plus vulnérables. Autre exemple de call dans la destination 2 qui appelle à l'intégration des SHS sur notamment donc l'alimentation des villes pour comprendre, promouvoir les collaborations multipartites, notamment sur les défis alimentaires, y compris sur le caractère nuisible des campagnes de communication, de publicité, de marketing ou de greenwashing, par exemple, mais aussi pour comprendre et promouvoir l'accès à l'alimentation pour l'ensemble de la population, notamment les populations pauvres en milieu urbain. Si on regarde maintenant la destination 3, qui est une destination donc en lien avec l'économie circulaire et la bioéconomie, évidemment ici donc on va trouver les calls autour des villes circulaires et des initiatives régionales pour des solutions systémiques et circulaires. Et donc les sciences sociales sont convoquées pour créer des opportunités commerciales dans l'économie circulaire au niveau urbain et régional. Et d'augmenter donc et promouvoir des pratiques circulaires et climatiquement neutres chez les citoyens. Un autre exemple, toujours dans cette question des villes circulaires et des initiatives régionales, les propositions sont attendues pour une innovation organisationnelle dans la mobilisation du programme d'investissement, notamment l'engagement des parties prenantes et la mise en commun, le regroupement pour apporter donc, et accompagner les initiatives des régions pour une économie circulaire. Dans la destination 3, toujours, nous avons le call, par exemple, qui consiste à maximiser les synergies économiques, environnementales et sociales dans la fourniture des matières premières pour les secteurs biosourcés. J'ai identifié un impact donc, ou un attendu de cet appel pour prendre en compte les impacts environnementaux, économiques et sociaux.
Donc, les SHS sont convoqués ici pour comprendre les impacts économiques et sociaux, y compris donc, dans la problématique des systèmes alimentaires durables, parce que souvent, donc, les impacts économiques et sociaux ne sont pas forcément toujours étudiés ou en tout cas pris en compte dans les activités de nos collègues technologues qui travaillent notamment sur les ACV ou l'analyse du cycle de vie. Dans la destination 4, destinée donc à travailler ou à faire des recherches, proposer des recherches sur l'environnement propre et zéro pollution, on a notamment donc une question importante sur les questions de certification de la durabilité des systèmes biosourcés. On comprend donc que l'objectif est de voir dans quelle mesure il est possible de proposer des systèmes de certification. Et là, donc, il s'agit de faire un point sur les systèmes qui existent déjà au niveau international et au niveau européen pour certifier donc la durabilité, proposer des labels interentreprises en particulier sur les ressources biologiques. Et on voit bien que l'objectif ici, c'est l'analyse qui doit englober les systèmes appliqués et applicables aux ressources biologiques destinées aux chaînes de valeur industrielles fondées sur la biotechnologie. Et enfin, donc un exemple aussi sur les partenariats internationaux, notamment entre l'Union européenne et la Chine, sur les nature-based solutions pour la gestion des nutriments, notamment en agriculture, pour garantir une participation adéquate du secteur agricole et des industries biosourcées. Ici aussi, donc, on retrouve l'innovation sociale dont a parlé Florent au tout début. Elle est recommandée lorsque la solution se situe à l'interface socio-technique, et nécessite un changement social. Et comme on le sait, donc, le changement des pratiques sociales constitue un élément majeur pour la réussite de la mise en œuvre des solutions basées sur la nature. Dans la destination 5, qui est donc une destination qui focalise sur les problématiques terre, mer, océan pour l'action climatique, on a ici en particulier l'école qui s'intéresse au partenariat européen de Water for All. Et ici, donc, on trouve des thématiques sur le transfert des connaissances pour les décideurs, pour les opérateurs et pour l'ensemble des gestionnaires pour mettre en œuvre les solutions proposées et aussi pour démontrer l'efficacité et la durabilité des solutions. Donc là encore, on a évidemment donc un appel aux sciences sociales pour travailler ou réfléchir à transférer les connaissances et à démontrer l'efficacité donc des solutions proposées. De même, dans l'appel réseau de démonstration sur l'agriculture intelligente face au climat, ici, donc, l'objectif, c'est de faire des démonstrations, ou en tout cas des essais qui permettent de montrer l'efficacité des solutions proposées. Et ici, donc, les sciences sociales sont convoquées pour mettre en réseau un certain nombre de fermes d'essais pour montrer l'efficacité des solutions. Ces réseaux donc, peuvent prendre en compte les fermes, les agriculteurs, mais aussi des universités et des instituts de recherche. Et le deuxième élément important de ce call, c'est aussi donc l'utilisation d'une approche co-créative avec les agriculteurs et les conseillers, bien sûr, pour exploiter les solutions existantes et éventuellement déployer d'autres innovations qui peuvent émerger de cette approche co-créative. La destination 6 est entièrement basée sur les sciences sociales. Et donc, il est clairement dit que toutes les activités donc, de cette destination sont complémentaires aux activités, bien sûr, du cluster 2, avec un accent mis sur les spécificités liées à la démocratie, aux transformations socio-économiques
et au patrimoine culturel que Florent a évoqué au tout début. Alors là, je n'ai pas détaillé donc l'école, mais tous les écoles sont concernés évidemment par les sciences humaines et sociales. Et donc, que ce soit pour des opérations de type IA, RIA ou CSA. La dernière destination donc, est une destination qui concerne la gouvernance innovante, l'observation environnementale et les solutions numériques en soutien au pacte vert. Ici, donc, j'ai identifié, par exemple, le col qui fait progresser la science des systèmes alimentaires et fédérer les chercheurs dans l'espace européen de la recherche. Ici, donc, là encore, les sciences sociales permettent d'encourager la science citoyenne à l'appui de la transformation des systèmes alimentaires qui sont évidemment, là encore, nécessaires pour inclure les citoyens dans la transition écologique en communiquant les réussites et en catalysant de nouvelles initiatives scientifiques et citoyennes dans toute l'Europe. L'autre col qui me paraissait intéressant aussi à évoquer, c'est le renforcement de l'innovation et du déploiement de la bioéconomie dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernance pour identifier, par exemple, donc les instruments, les initiatives qui contribuent à la diffusion de la connaissance et au déploiement des innovations dans les systèmes alimentaires et les secteurs biosourcés, par exemple l'éducation, bien sûr, et des instruments comme les instruments financiers, la réglementation européenne. En conclusion, donc, la présentation qu'on fait aujourd'hui et cette manifestation permet de montrer ou de voir dans quelle mesure le cluster 6 offre de nombreux objets et champs de recherche pour les SHS et aussi pour sensibiliser les porteurs de projets à inclure les SHS dans leur consortium très tôt et en amont de la construction évidemment du contenu scientifique des appels et de faire attention à ce que les SHS soient entièrement identifiés comme participants au projet et au consortium et montrer la place importante des SHS pour réussir un certain nombre de propositions. Voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, donc, nous restons à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Fatia pour cette présentation vraiment complète. Alors tous les appels n'ont pas été présentés, mais vous voyez quand même la dimension de la présence des SHS dans l'ensemble des destinations du cluster. Je vous propose, si vous avez quelques questions, que l'on prenne quelques minutes pour y répondre. On pourra toujours revenir aux questions après la présentation de Karine Latouche. Mais si vous avez des questions maintenant qui vous viennent, bah, écoutez, ça peut être le moment de les poser. Donc n'hésitez pas à lever la main et puis à ouvrir votre micro pour vous exprimer. Alors, merci Nicolas Auger donc, d'avoir identifié ou en tout cas proposé de discuter autour du col zéro pollution. Donc, on a bien noté votre offre d'intérêt sur ce col. Alors, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions immédiatement, on va vous laisser le temps un petit peu pour y réfléchir, et puis on va passer tout de suite à la présentation de Madame Latouche, qui peut prendre du coup la parole si elle est là. Il me semble que oui. Bonjour, oui, je suis là. Bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis, je vais lancer votre présentation, si vous me permettez, et puis je passerai les slides pour vous. Hop, je vais faire ça tout de
suite. Hop, je pense que vous devez le voir. Oui. Oui, c'était une ancienne version du diaporama d'octobre, mais bon, le contenu n'a pas changé, c'est juste le titre qui aurait pu être changé. J'ai une nouvelle version si vous voulez, mais c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Oui, donc bonjour à tous, on m'a demandé de témoigner en tant que coordinatrice d'un projet européen, projet H2020. Donc c'est un projet qui a débuté le 1er septembre 2020, que je coordonne, et donc je vais vous en parler un petit peu. Alors, et puis peut-être vous donner quelques éléments qui m'ont aidé à monter ce projet et les points clés, je dirais, du montage peut-être. Je pense que c'est le sujet. Voilà, donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Oui, donc je suis Karine Attouche, je travaille à INRAE et je suis à Nantes en économie. Et donc, économie internationale, et vous allez voir que ce projet, en fait, est très méthodologique et réunit principalement des économistes, en fait. Donc, je ne suis pas sûre qu'on soit que ce soit le projet qui rassemble le plus de diversité et de pluridisciplinarité, mais voilà. Donc, notre projet a une durée de 4 ans, il est de 5 millions d'euros sur les 4 ans. Donc on a répondu au topic, donc le RUR 04, donc Renaissance rurale, hein, qui était, je crois, dans le 9e chapitre de l'appel 2018-2019. Donc dans le titre, j'ai pas retenu exactement, il y avait sécurité alimentaire, bioéconomie, donc je pense que c'est l'équivalent du cluster 6 que vous venez de présenter. Voilà, donc nous, on était vraiment sur un appel, donc les outils analytiques et les modèles pour aider les pouvoirs publics et les politiques, en fait, qui concernent l'agriculture et l'alimentation. Donc, notre projet BAT-Model vise, en fait, à améliorer les modèles de commerce utilisés pour l'analyse des politiques, et notamment de la Commission européenne dans ses négociations internationales. Bon, je pense que là, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Donc, voilà le consortium. On a 15 partenaires dans 10 pays, avec 683 personnes mois, pour ceux qu'on commence à remplir les tableaux. Voilà, donc vous avez tous les logos. Donc, INRA, et donc c'est nous. En France, il y a le CEPI également. Et évidemment, INRA et Transfert. Donc, je reviendrai peut-être sur alors, je pense que tout le monde connaît, enfin, en tout cas, voilà, l'INRA mandate pour les chercheurs qui veulent coordonner, mandate souvent INRA et Transfert pour aider au montage et ensuite à la coordination. Et là, ils sont impliqués aussi dans le projet en tant que membres à part entière pour la coordination, et c'est très précieux. Pour l'aide à la coordination. Voilà, la gestion, je vais y arriver. Donc, les objectifs de BAT-Model, comme je vous l'ai dit, c'est améliorer les modèles de commerce utilisés par la Commission et notamment dans ces négociations internationales. Alors, par exemple, le CETA, clairement, les modèles qu'on va améliorer sont mobilisés pour de telles négociations où il s'agit de simuler, en fait, sur des données, simuler grâce à ces modèles, le résultat ou les impacts des négociations en cours. Donc, l'appel, comme je vous l'ai dit, était très précis, très méthodologique, avec 4 points clés principaux que j'ai listés donc à droite, là, les 4 premières puces. Donc, il nous fallait prendre dans l'amélioration de ces modèles, il nous fallait prendre en compte les mesures non tarifaires, les fameuses mesures non tarifaires dont on parle beaucoup, les indications géographiques, qui sont un sujet chaud au niveau international, et le problème, c'est que c'est extrêmement difficile à prendre en compte dans des modèles très agrégés de simulation. La question des flux nuls, c'est-à-dire que 2 pays qui n'échangent pas, peut-être qu'un accord va permettre de créer un nouveau flux de produits, et quel va être l'impact. On est incapable la simulation ne peut pas le prédire, puisque par définition, elle a été conçue pour simuler un flux nul, donc elle ne peut pas se mettre à simuler un flux positif s'il était nul auparavant. Donc ça, c'est un problème méthodologique extrêmement compliqué, puisqu'il y a l'enjeu des accords internationaux est bien de créer des flux éventuellement ou d'ouvrir de nouvelles opportunités. Et la qualité de différenciation, la différenciation qualité, pardon. Donc ça, c'était les 4 points non négociables qu'il nous fallait traiter. Et à ces points-là, on a ajouté 2 points qui nous semblaient extrêmement importants, donc les chaînes de valeur mondiale, évidemment, et les effets distributionnels, de distribution ou de durabilité
de la libéralisation des échanges. En économie internationale, du fait de l'arrivée de données de plus en plus complètes sur les entreprises, c'est-à-dire les acteurs qui sont derrière les flux de commerce à un niveau agrégé, il y a toute une discussion, et notamment quand on voit les mouvements d'anti-mondialisation qui se multiplient, des effets de distribution de ces politiques internationales, de cette mondialisation, qui met à mal les emplois, par exemple, ou l'environnement, etc. Donc, tous ces éléments-là qui ne sont pas encore prêts à être intégrés dans les modèles, mais qui sont des questions évidemment extrêmement importantes, on commence à travailler dessus. Alors, oui, on va changer de diapo. Je pense que c'est après que je parle du coup de... Voilà, donc dans les BAT modèles, comme on dit, il y en a 4. Caprice, Geobox, Magnet et Mirage, pour ceux qui connaissent. Et l'enjeu va vraiment être d'améliorer ces modèles-là en proposant des modules qui vont prendre en compte soit les mesures non tarifaires, soit les indications géographiques. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le gros enjeu, alors comme il a été dit, hein, les enjeux économiques, sociaux et politiques sont évidemment des sections clés dans la rédaction des appels. Et donc là, nous, l'enjeu, c'est vraiment de mieux prendre en compte les aspects sociétaux ou les débats, enfin, apporter des éléments pour les débats publics, notamment concernant l'emploi, les conditions de travail, la santé ou les revenus, en prenant en compte la distribution. Et évidemment, il faut qu'on partage ces résultats avec les communautés de chercheurs. Alors, une originalité importante et qui a été bien notée et appréciée, c'est qu'il s'est agi, en fait, la pluridisciplinarité pour nous, elle n'est pas d'aller vers d'autres disciplines, elle est au sein d'une même discipline, donc qui est l'économie internationale, qui est quand même relativement réduite, de réunir finalement dans les mêmes work package, enfin avec les mêmes objectifs, des chercheurs qui font des modèles de simulation donc très agrégés, à des niveaux très agrégés, et des chercheurs comme moi, par exemple, qui travaillons sur des données très enfin des données micro, tout simplement, donc des données d'entreprise. Et nous, on essaye de comprendre les déterminants, notamment les déterminants des échanges. Pourquoi une entreprise exporte ou pas et comment elle se comporte à l'export. Et l'idée va être de mixer, finalement, d'arriver à sortir quelque chose de notre collaboration, à savoir prendre en compte le micro et donc tous les effets de distribution, les petites firmes, les grandes firmes, les productives, les non productives, etc. Et d'essayer d'intégrer quelque chose, ou en tout cas de sortir des choses, des modèles de simulation plus agrégés. Tout l'enjeu est là, en fait. Donc, nous, notre pluridisciplinarité, elle est là. Diapo suivante. Donc, après, on a tous les impacts attendus ou espérés, en tout cas, de notre projet. Donc là, c'était évidemment pour les utilisateurs finaux de nos modèles, évidemment, l'impact, j'espère, sera important. Hein. Il s'agit de mieux simuler les négociations en cours de l'Union européenne dans le cadre de ces accords internationaux. Il y a d'autres impacts, comme par exemple pour nous de construire une nouvelle communauté, disons, de recherche en économie internationale, ou pour les entreprises, créer de nouvelles opportunités de marché, hein, puisque si les entreprises intègrent mieux, si l'Europe défend mieux, par exemple, les indications géographiques à l'international, ça va créer des opportunités de marché pour un certain nombre d'entreprises, et donc avec des retombées sur les territoires plus ruraux de l'Union européenne. Voilà. Donc là, c'est la fameuse section expected impact qui est notée par les évaluateurs. Diapo suivante. Et voilà, là, je vous ai remis tous les logos. Donc, pour le montage, moi, ce qui me paraît essentiel, ça a été les réunions. Alors, à l'époque, c'était notre époque, mais des réunions en présentiel où on a vraiment pu construire nos projets. Et je tiens à signaler que pour ça, j'avais été bien conseillée et accompagnée par l'ANR et les appels montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. Il y a des appels spécifiques pour ça, et le document de 70 pages qu'on met à la seconde étape de l'appel à projet européen peut être en soi un objectif du projet ANR MRSEI. Et donc, n'hésitez pas, c'est vraiment très, très simple, et on a c'est très simple pour obtenir des financements, pour pouvoir réunir les partenaires à l'étape du montage, notamment de la deuxième étape, et c'est extrêmement intéressant. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et je ressouligne encore évidemment l'accompagnement d'INRA et Transfert pour construire les feuilles de budget notamment, mais pas que.
avec toutes leurs connaissances et disons, les points de vigilance qu'ils mettent en avant, qui peuvent parfois effrayer au début de montage, mais qui finalement sont évidemment très utiles et très efficaces. Voilà pour une première présentation rapide. Je reste pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, n'hésitez pas à me contacter plus tard ou quand vous voulez. Donc, c'est Karine Latouche à l'INRA, donc karine.latouche@inrae.fr. Merci. Merci beaucoup Karine pour ce témoignage. Vraiment très intéressant. Là, on voit bien le pilotage par les sciences économiques. Donc, on n'est pas juste sur un partenariat, on est sur une coordination. Alors, vous travaillez à INRAE, mais moi, j'ai une question, une première question, en attendant peut-être les questions des personnes qui écoutent ce webinaire. Est-ce que vous-même, vous avez déjà été sollicité ou est-ce que vous iriez sur des appels qui sont un petit peu moins, on va dire, sur votre propre thématique, mais sur lesquels vous pourriez apporter un plus, justement, sur quelque chose d'un petit peu plus transverse, en tant que science économique, justement, basée sur l'international? Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que j'ai déjà participé, en tant que participante à d'autres projets. Étant en économie internationale, il y a souvent des appels quasiment dédiés au commerce, en fait. Et donc, il s'agit de prendre plus la durabilité ou des transitions environnementales notamment. Il y a eu un autre appel dans la vague B de ce projet-là. Il y avait une équipe, une collègue de Paris qui s'est lancée aussi. L'appel était beaucoup plus large. Et là, c'était plus en collaboration, elle portait, mais c'était plus une collaboration avec d'autres disciplines. Bon, je sais que ça a été un peu plus compliqué. Oui, je pense qu'il y a matière à se lancer avec la difficulté de parler avec d'autres disciplines de termes qui sont souvent identiques et qui ne veulent pas dire en fait la même chose. Donc la difficulté, et d'où l'importance des rencontres, ou en tout cas de vraiment prendre le temps de définir chaque terme et d'être sûr qu'on parle évidemment de la même chose, mais je ne vois pas d'obstacle particulier. Tout dépend évidemment de l'ouverture des uns et des autres sur comment on construit une collaboration. Et même là, on est entre économistes et de mondes différents, certes, mais quand même entre économistes, et c'est parfois pas évident, puisque les uns ne voient pas l'intérêt de faire ce que font les autres et inversement. Donc, des fois, on a des petites difficultés où chacun voudrait faire de son côté. Et bon, maintenant, ça y est, ils ont compris qu'il y avait du sens à travailler ensemble, mais c'est pas forcément simple. Merci. Alors, Fatia, tu avais une question à poser, et puis il y aura une personne également, Camille 16 Guamier, après. Merci, Karine, de cette présentation. Moi, j'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, le call auquel vous avez répondu, c'était un call plutôt dans l'équivalent du cluster 6. Donc, je ne sais pas quel défi, parce que c'était des défis dans le H2020. Est-ce qu'il n'y avait pas un call spécifique sciences sociales à l'époque? Comment vous avez choisi de vous positionner sur ce cluster au lieu d'être sur le cluster sciences sociales? Nous, en fait, les 4 puces que je vous ai montrées là, donc la qualité, les indications géographiques, alors moins les flux nuls, mais je ne sais même plus, les barrières non tarifaires, c'est en fait notre projet scientifique d'unité en fait. Il y a un des axes de notre unité qui porte exclusivement sur ces questions-là, en mettant évidemment les entreprises au cœur de l'analyse. On n'est pas sur des modèles d'équilibre général, mais c'était vraiment nos mots-clés. Donc, en regardant le texte, et mes collègues d'INRAE Transfer, qui, j'ai la chance, sont au bout de mon couloir, donc qui venaient souvent me voir en disant « T'as pas repéré quelque chose qui t'intéresserait ?» Donc, une fois, on avait vraiment cherché des mots-clés qui me parlaient. Et là, quand on a vu cet appel, et de toute façon, la référente Europe de notre département m'avait, dans la même semaine, il me semble, aussi envoyé le texte. Est-ce que tu as vu ce call? Je pense qu'on a des choses à faire dedans. On a rencontré un consortium qui se montait
alors composé uniquement de modèles d'équilibre général, enfin de modélisateurs qui faisaient des modèles d'équilibre général, les 4 modèles dont je vous ai parlé. Donc après, tout l'enjeu a été de les rencontrer, de les convaincre de l'intérêt de ce qu'on faisait pour améliorer justement leur modèle. Voilà, donc je vous passe tous les détails de négociation, de jeux d'acteurs pour essayer d'avoir le plus de budget, enfin bref. Mais en tout cas, nous, alors c'est ça aussi qui est particulier, c'est que cet appel n'a pas du tout impliqué de changement d'orientation dans nos travaux. C'était exactement ce qu'on avait prévu, mais ça va être un formidable accélérateur, évidemment, de nos travaux. Merci, Karine. Merci. Je passe du coup la parole à Camille Cesse-Guamier. Bonjour Karine, merci pour ce témoignage. Voilà, j'ai bien compris que dans cet appel, vous aviez... Excusez-moi, je vous coupe un instant. Est-ce que vous pouvez vous présenter en même temps, juste avant votre question, s'il vous plaît? Merci. Pardon. Donc moi, je suis chargée d'appui au projet de recherche à l'OSUNA, qui est un observatoire des sciences de l'univers et qui est basé à Nantes. Voilà. Et qui travaille sur plein de thématiques très variées. Donc j'ai lu les défis des clusters, les textes des clusters 5 et 6. Donc j'ai bien compris que dans cet appel-là en particulier, vous aviez beaucoup de mots-clés qui vous correspondaient, ce qui fait que vous vous êtes senti très légitime. Moi, j'ai repéré certains appels, notamment dans le défi 6, sur notamment les services rendus par la nature, comment chiffrer ce service rendu, puisque finalement, quand on parle juste de biodiversité pure, ça ne convainc pas tellement les élus et le monde économique. Donc, on demande maintenant un chiffrage. J'ai vu aussi dans le cluster 5 qu'il y a des appels qui demandent à chiffrer le coût de l'inaction climatique. Voilà, sur les bénéfices rendus. Malheureusement, voilà, même les économistes, peut-être comme vous, de renom, ne se sentent pas toujours légitimes à porter ces projets-là. Ils voudront que ce soit parfois porté par des gens qui soient du domaine climatique ou du domaine de la biodiversité. Comment faire pour leur dire... est-ce que vous pensez déjà qu'ils sont légitimes pour porter ce projet-là, ou est-ce que vous leur conseilleriez également de laisser des gens qui sont plus dans la thématique? Ou sinon, comment est-ce que vous les convaincriez qu'ils peuvent, en tant qu'économistes, aller porter ce type de choses et s'adjoindre les services C'est une bonne question qui n'est pas simple. Nous, alors, bon, c'était déjà un peu en cours, mais l'exercice, on a commencé par lister, en fait, dans la réflexion, même en pré-consortium, disons, au début, quels étaient les impacts attendus, en fait, de l'appel. Et dans notre cas, on a bien vu que un des éléments qu'on a listé, c'était évidemment d'essayer d'apporter des éléments aux anti-mondialisations, par exemple, aux mouvements de plus en plus forts, et qu'on a bien vu pendant le CETA d'ailleurs, pendant les négociations du CETA, et en disant que pour convaincre, pour essayer d'amener des billes au pouvoir public, à l'Europe ou au niveau national, il fallait avoir des éléments concrets et des mesures concrètes. Et en partant de ces impacts-là, on a bien vu que apporter des billes en utilisant seulement des modèles agrégés de simulation, ce n'était pas possible. Et il fallait prendre la question par l'autre bout en disant comment on fait pour mesurer un impact précis à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un type de population ou de l'emploi ou je ne sais, les questions ou d'environnement, etc. Et il nous faut des données détaillées et il nous faut des données micro et il faut des gens qui savent faire et qui le font bien. Et voilà, on a inversé en fait la boucle. Parce qu'effectivement, d'entrée de jeu, c'était améliorer les modèles. Les modèles utilisés par la commission, il y en a 4. Les équipes qui les font, on les connaît. Et le danger, pour nous, c'était et je pense qu'ils auraient voulu le faire tout seuls. Et c'est eux qui avaient l'appel, évidemment. Enfin, il n'y avait pas de discussion possible, quoi. Donc, du coup, il a fallu les convaincre. Et effectivement, en partant des impacts attendus, en termes politiques, en termes sociétal, environnemental, etc., je pense que c'est par ce biais-là qu'on arrive à montrer jusqu'où il faut aller. Et du coup, les gens qui sont dans le champ et qui n'ont pas cette capacité à mesurer économiquement ou donner des mesures précises sont obligés d'aller chercher des économistes et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut arriver à inverser le... Mais bon,
Après, voilà. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais partir des impacts attendus me semble... Enfin, nous, ça a été très utile, quoi. Pour éviter que ce soit juste un work package parmi 5. Voilà, que ce soit vraiment le cœur du projet. Ouais. Et que du coup, nous, c'est l'optique que j'avais imposée assez tôt. C'était de mettre dans chaque work package des gens qui viennent du monde du micro et des modélisateurs. Alors, tous les modèles ne sont pas dans tous les work packages, évidemment, mais il y a les deux populations, on va dire, entre guillemets, dans chaque work package, quoi. Parce que les équipes se connaissaient déjà, mais en fait, les modélisateurs d'INRAE connaissaient les modélisateurs de l'autre équipe, et les gens micro d'une équipe connaissaient les micros de l'autre, mais mutuellement, on ne se connaissait pas, quoi. Et les impacts attendus, donc il y a une section à la première étape et à la deuxième étape qui sont des sections extrêmement importantes, ont permis en fait tout le monde a compris l'intérêt d'aller dans cette voie, quoi. Mais bon, après, voilà. Et moi, j'avais commencé en les contactant, enfin, c'est ce qui est conseillé dans certaines formations que j'ai pu faire, d'écrire une première réponse à l'appel sur un paragraphe ou une page. Évidemment, on ne va pas écrire 10 pages d'entrée de jeu, c'est sur deux diapos. Et sur une des diapos, il faut mettre les impacts attendus. Et c'est là qu'on peut faire sortir le rôle pour nous, du micro et de l'analyse des firmes avant de se lancer, avant d'aller vers la simulation. Donc, moi, je tenterai ça, mais je ne peux pas vous garantir. Après, si on est voisine, n'hésitez pas à me contacter, puis on pourra... Le nom de votre Merci du conseil. M'intrigue. Je serais ravie de vous rencontrer. On est sur le campus Fac de Sciences. Et sur le campus, non, c'est pas vrai, on est aussi basé sur le campus SHS. Donc, d'accord. Je viendrai vous rencontrer avec plaisir. Pas de souci, quand vous voulez. Les Nantais sont présents aujourd'hui. Florent, si tu veux rajouter ou faire un commentaire. Oui, c'était une double observation en fait. Merci Madame Latouche pour cette présentation vraiment très intéressante. Dire d'abord que son projet en fait illustre deux choses. À la fois le fait que pour les sciences humaines et sociales, et on ne va pas se le cacher, plutôt les sciences sociales, enfin toutes les disciplines qu'on regroupe dans les sciences sociales, une grande partie des opportunités, et peut-être même la majorité, se trouve dans les autres défis pour Horizon 2020 et aujourd'hui dans les clusters. Elle n'aurait probablement rien trouvé d'intéressant dans le précédent défi 6 qui était dédié à la recherche en sciences humaines et sociales. Elle a trouvé vraiment la porte d'entrée qui lui convenait, et pour le coup, je crois que vous pouviez pas mieux tomber dans l'ancien défi climat, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a l'interdisciplinarité, elle ne se fait pas qu'entre les sciences humaines et sociales d'une part et les autres sciences dites dures, mais au sein même des sciences humaines et sociales, il y a déjà beaucoup de choses à faire, et des fois au sein même d'une discipline comme en l'occurrence l'économie, quoi. On se rend compte que même si on partage la même discipline, parfois voilà, il y a un langage commun à trouver, se mettre d'accord sur des termes, des concepts, les objets qui sont au cœur du projet, s'assurer quand on démarre le projet qu'on est vraiment, on a vraiment le même lexique, quoi. Voilà. Et ça, c'est un enjeu fondamental qu'il faut régler dès la rédaction du projet. Je crois que dès que les partenaires commencent à se rencontrer, enfin, dès la première réunion, il faut se dire, au cœur de notre projet, il y a quoi? Il y a quels objets? Il y a quels termes? Et derrière ça, il y a quels termes? Il y a quels concepts? Et comment on les définit, quoi. Voilà. Parce qu'après, si ça, c'est pas clair au départ, ça se traîne tout le long de la rédaction et ça nuit vraiment à la cohérence d'ensemble du projet et donc à ses capacités, à ses chances de réussite. Merci Florent. Ouais, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez. Effectivement, l'approche que vous avez utilisée au début, elle est vraiment bonne, hein, de faire une vraie analyse de l'appel. Ça commence vraiment par ça. Lorsque vous voyez un appel qui vous intéresse, vous avez attrapé quelques mots-clés peut-être au départ sur le programme de travail. Vous avez vu un appel et puis vous avez commencé à le lire et vous-même vous dites, bon, ben voilà, moi je pourrais y rentrer par telle porte, je pourrais apporter ça.
Mais lorsqu'on veut aller à l'étape suivante, c'est-à-dire discuter avec des partenaires, aller proposer quelque chose, c'est bien d'analyser l'ensemble de l'appel, les impacts, effectivement, quels pourraient-ils être, si on peut y réfléchir, et puis même dans ce qu'on appelait le scope, mais qui est toujours présent, c'est-à-dire le contenu vraiment du projet, de la proposition qui va être faite. Bah voilà, quel type de partenaire il pourrait y avoir à côté de nous, quel type d'action, comment on pourrait découper. Effectivement, pourquoi pas faire une sorte de mini projet basé sur des grandes lignes en une page, pour être une base de discussion avec ses partenaires. Soit se fixer directement un rôle, entre guillemets, hein, ça reste une discussion ouverte, mais soit se fixer un rôle en disant, bah voilà, moi c'est typiquement le genre de projet que j'ai envie de coordonner, ou sans s'en fixer. Voilà, moi j'ai créé une base de discussion, j'ai envie de discuter avec des partenaires, on verra bien au fil des discussions avec un noyau dur de quelques partenaires qui prendra le leadership en fonction de l'orientation du projet et en réponse à l'appel. Mais voilà, toutes ces premières étapes, elles sont importantes. Et puis, tout à l'heure, vous aviez parlé d'accompagnement aussi, d'INRA et transfert. C'est vraiment important, on pourrait rappeler peut-être, quelques mots dessus, mais c'est vraiment important de communiquer. Alors là, c'est peut-être, INRA et transfert qui est passé dans le couloir et qui est venu vous voir, mais quoi qu'il arrive, de communiquer et de s'entourer. Quelle que soit votre structure, hein, je parle à l'ensemble des personnes qui écoutent, quelle que soit votre structure, publique ou privée, vous avez forcément des interlocuteurs qui peuvent vous aider, que ça soit une cellule Europe si vous êtes dans une université, que vous soit une structure, liée à votre organisme, que ça soit, un pôle de compétitivité, la CCI, le réseau Europe Entreprise Network, que ça soit, voilà, autour de vous, même une technopole, et cetera, dans vos réseaux, surtout, communiquer sur vos idées de projet, vos envies de projet. Donc peut-être quelques mots sur le montage et sur l'accompagnement par INRA et transfert, sachant que c'était une coordination, donc c'est quelque chose d'assez lourd. Voilà, est-ce qu'il y a des petites choses à démystifier ou des petits conseils à donner sur cette partie-là? Alors, juste, oui, sans INRA transfert, j'y serais pas allée, c'est sûr. On est une petite unité à Nantes, enfin sur 3 sites, donc à Nantes, on n'est vraiment pas nombreux, et donc toute seule, j'y serais pas allée. C'est sûr. Et ensuite, l'erreur que j'ai faite au départ, c'est qu'une autre collègue coordonne également un projet et j'ai fait l'erreur de de lui demander au départ les documents de première et deuxième étape. Et là, j'ai ouvert le fichier de 70 pages et jamais j'y vais y arriver en moins d'un an. Donc, ça a été panique à bord. Et là, justement, INRA et transfert m'a dit, alors tu refermes ce fichier, tu oublies, et on va y aller pas à pas. Et donc, j'ai repris l'idée, on part sur un paragraphe, on part ensuite sur une page, après sur 5 diapos, et puis petit à petit, on construit les 10 pages. Et une fois que les 10 pages sont validées et que le projet est passé, on passe aux 70 pages. Mais on ne part pas d'entrée de jeu sur les 70 pages. Voilà. Et après, comme vous disiez, effectivement, c'est une négociation avec tous les partenaires. Et voilà, il s'est trouvé que je me suis retrouvée coordinatrice, mais c'est vrai que quand je les ai rencontrés, nous, on voulait juste participer et pouvoir apporter des choses, quoi. Et il se trouve qu'après, on s'est retrouvés à la coordination, du fait notamment de l'accompagnement d'INRA et transfert aussi, qui commence à être connu parmi les partenaires. Voilà, donc... mais il faut y aller pas à pas, surtout, faut pas penser à tout de suite, il faut y aller tranquillement, petit à petit. C'est important. Voilà. Et l'ANR, encore une fois, grâce au budget que j'ai eu, j'ai pu faire rencontrer des partenaires et ça, c'est vraiment important. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe avec le Covid pour les montages récents, parce que toujours en visio, c'est quand même très compliqué. Et là, la rencontre physique, tous autour d'une table, a vraiment aidé à avancer et à se mettre d'accord sur des détails qui paraissaient des détails en visio et qui le jour de la rencontre, ont quand même mérité des discussions plus poussées, quoi. Voilà. Merci, oui, effectivement. C'est vrai que les moyens de communication développés ces derniers mois ont permis d'échanger peut-être plus facilement, mais pas tout à fait de la même manière.
Et on mesure l'importance de se rencontrer, surtout quand on monte un consortium. Je pense que les aides, elles vont perdurer de toute façon de l'ANR. Effectivement, il faut s'en saisir parce que c'est vraiment intéressant. On espère, comme tout le monde, qu'il y aura la possibilité de se rencontrer en présentiel, de voyager dans les mois qui viennent, voilà, avec 3 petits points ou des points d'interrogation. Mais on espère que ça se poursuive. Il y a aussi d'autres aides au niveau local. N'hésitez pas, encore une fois, à interroger, que ce soit dans les régions, que ce soit auprès de certaines structures, des aides pour soit pour faire venir des partenaires, soit pour aller en rencontrer ou plus largement. Donc c'est vrai que c'est des moyens qu'il faut utiliser. Je crois que certaines régions, enfin je sais que c'est le cas, je crois en Bretagne et en Pays de la Loire, il y a des régions, il y a des salles de réunion à Bruxelles, je crois, qui sont mises à disposition. Enfin, j'ai cru comprendre ça, donc nous on ne s'est pas rencontrés à Bruxelles, mais c'est aussi une possibilité, quoi. Plutôt que de réserver un hôtel à Paris, ou voilà, ça peut être à moindre frais, quoi. Oui, effectivement, c'est la plupart des régions ont un bureau de représentation. Donc c'est vrai que c'est le cas des Pays de la Loire, mais c'est le cas de l'ensemble des régions, avec des salles, avec des possibilités de se réunir. C'est vrai que Bruxelles, c'est assez central. Même si vous pensez coordonner, mais que vous êtes basé à Montpellier, à Nice, à Toulouse, à Lille ou à Brest, ça sera forcément plus compliqué pour un partenaire de venir chez vous et de se réunir alors à Paris, mais bon, à Bruxelles, c'est souvent encore un peu plus simple. Il faut utiliser cette possibilité offerte par les régions, qui elles-mêmes ont l'habitude souvent de réunir des partenaires européens, d'offrir également des moyens de communication ou de réservation qui sont simplifiés, et pourquoi pas également de faire de réunir le consortium avec des interlocuteurs qui peuvent être intéressants au niveau bruxellois. Ça peut être un scientific officer, ça peut être voilà, quelqu'un qui peut aussi apporter un plus ou être à votre écoute. Le pavé de 70 pages à rédiger, il est réduit dans Horizon Europe à 45 pages. Donc ça, c'est une nouveauté assez intéressante. Alors, ça veut pas dire qu'avant il y avait 25 pages de blabla superficiel. Ça veut dire qu'il faut dire aussi bien ou de manière plus précise, en un peu moins de pages, la même chose, et être aussi convaincant, mais avec un petit peu moins de pages. Donc, Ce qui n'est pas forcément plus simple. Mais bon. c'est pas forcément plus simple. Au final, des fois, on se dit si j'avais encore un peu de place, je pourrais écrire d'autres choses. Mais voilà, c'est pour simplifier à la fois l'écriture, à la fois l'évaluation. Et puis il va y avoir, alors pas pour le programme de travail 2021-2022 parce que le calendrier est très contraint. Horizon Europe a démarré en retard et les appels vont se succéder, mais il va y avoir sans doute à partir de 2023 aussi pas mal d'appels en 2 étapes d'évaluation. Donc avec une première étape qui sera une pré-proposition d'une dizaine de pages et qui demandera moins de temps, qui sera uniquement basée sur l'excellence du projet et puis peut-être un petit peu sur l'impact, mais en tout cas qui permettra de passer un petit peu moins de temps et en même temps d'avoir plus de chances de succès lorsque l'on est en 2e étape d'évaluation. Voilà, mais ça, c'est pas prévu pour les 2 premières années. En tout cas, quelques appels uniquement, mais ça devrait, en tout cas, on croise les doigts, se généraliser un petit peu plus à partir de 2023. Voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à lever la main, que ce soit pour Karine ou pour Florent, pour Fatia ou pour moi-même. Nous sommes à votre écoute. Nous avons encore un petit peu de temps. Je sais qu'il est déjà presque 1 heure et que les estomacs doivent commencer à tourner. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes également disponibles via nos sites internet, donc que ce soit les PCN pour le cluster 2 ou le cluster 6. Vous avez le site horizon-europe.gouv.fr. Si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de retrouver. Le site, c'est bien ça, horizon-europe.gouv.fr.
Vous avez des pages, tout un tas de pages d'informations, également pour retrouver des informations de contact, des points de contact nationaux. Et puis vous retrouverez donc ce webinaire. Vous pouvez en parler à des personnes qui auraient voulu y participer mais qui n'ont pas pu. Donc ce webinaire sera diffusé sur le site également, donc d'ici quelques jours, ainsi que d'autres webinaires. Donc juste avant celui-ci, aujourd'hui, il y en avait un sur l'économie circulaire, donc dans le cluster 6. Et puis, vous avez d'autres webinaires organisés par les autres clusters. Surtout, n'hésitez pas à aller voir en replay, et puis à venir chercher de l'information ou à nous contacter. Voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais remercier très chaleureusement donc, Karine Latouche pour son témoignage, et puis Florent et Fatia. Alors j'ai un petit message, Nicolas Auger: «Je sais que le PCN Climat Énergie a mis en place une page internet où il est possible de faire des remontées d'offres de compétences. Alors est-ce prévu côté PCN des clusters 2 et 6?» Alors je laisse répondre Florent en premier. Micro. C'est prévu, en effet. Et puis, je crois que de façon générale, c'est un sujet un sujet qui va être traité pour l'ensemble des PCN, quoi, par la coordination, parce que on se rend bien compte au fil des années que ben, une des raisons de la faiblesse de la participation française au programme 4, c'est justement l'accès à des réseaux, voilà, l'accès à des partenaires européens, la diffusion d'offres de. Ah, Florent, je crois qu'on t'a perdu. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez nous solliciter directement. On vous offre, on vous propose un modèle pour, voilà, pour présenter votre offre d'expertise, et après on la relaie au niveau des réseaux européens, des PCN et d'autres réseaux auxquels on a accès. Merci Florent pour la réponse. Effectivement, on va avoir une réponse assez similaire de notre côté pour le cluster 6. Alors on n'a pas encore formalisé non plus vraiment cette démarche, mais on y réfléchit. On y réfléchit donc avec la coordination, parce que c'est vrai que c'est un besoin qui remonte souvent. Alors il y avait eu sur le site d'Horizon 2020, au moment du Green Deal, hein, il y avait eu cette possibilité de faire des offres de compétences. On avait eu un petit biais qui était notamment beaucoup d'inscriptions d'intermédiaires, que ça soit consultant ou autre. Et donc, on réfléchit à ce que, puisque l'idée c'est quand même d'avoir quand même des utilisateurs finaux aussi, et de communiquer à des utilisateurs finaux et à des participants directement. On réfléchit un petit peu à comment le mettre en place pour que tout le monde, hein, c'était pas exclusif, hein, mais que tout le monde puisse éventuellement faire ses offres de compétences et pouvoir y avoir accès. Il va y avoir aussi la mise en place de consortia européens des points de contact nationaux. Donc Fatia notamment sera assez impliquée, je pense, dans le réseau des PCN du cluster 6. Et il va y avoir sans doute là aussi la possibilité d'aller chercher des offres de compétences au niveau européen, hein, donc dans d'autres pays, ou de proposer ces compétences là aussi chez des partenaires étrangers. Donc j'imagine qu'il y aura aussi sans doute quelque chose de similaire pour les autres clusters. Mais tout de suite se met en place, hein. C'est vrai qu'on a les PCN, les réseaux des PCN qui se mettent en place, les réseaux européens qui vont se mettre en place sans doute d'ici la rentrée et d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est des choses qui se font en allant, et de toute façon, toutes les demandes, hein, que vous pouvez nous faire, on les prend en compte aussi, avec l'idée d'améliorer notre offre de service au niveau français et au niveau national. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va pouvoir clôturer. Merci bien donc encore une fois, Karine Latouche, d'avoir témoigné sur ce beau projet. Merci à Florent pour le PCN du cluster 2, et à Fatia d'avoir fait ces belles présentations.
et j'espère que ça vous donnera envie de participer à de nombreux projets. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. Au revoir.